La pluie tambourinait contre les fenêtres de mon appartement à Porta Nuova, lorsque je sentis ses doigts s'entrelacer avec les miens, nos corps serrés l'un contre l'autre sur le canapé en cuir italien, qui coûtait plus que ce que Marco gagne en 6 mois. Peu importait. Rien d'autre ne comptait quand il me regardait ainsi avec ses yeux marrons qui semblaient contenir tous les secrets du monde. Alessandro, sa voix était un murmure chaud contre mon oreille, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Mes mains tremblaient, ce qui n'arrivait jamais lors d'une réunion d'affaires ou d'une présentation aux investisseurs. Mais avec Marco, je devenais vulnérable, humain. Ses mains calleuses, marquées par le travail, contrastaient avec ma peau douce, créant une symphonie de textures qui me faisait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, répondis-je, scellant notre confession par un baiser qui semblait réunir toutes les rencontres fortuites, toutes les longues conversations, tous les regards furtifs échangés au cours des dernières semaines. Mais comment en était-on arrivé là? Comment un PDG aussi contrôlé que moi s'était-il autorisé à ressentir quelque chose d'aussi intense pour quelqu'un qui représentait tout ce que ma vie ordonnée rejetait? La réponse se trouve au commencement, ce matin d'octobre où le destin a décidé de renverser du café sur ma chemise la plus chère. Je m'appelle Alessandro Marchetti, et ma vie a toujours été comme une montre suisse. Chaque rouage fonctionnant en parfaite harmonie, chaque minute chronométrée, chaque décision calculée. À 35 ans, je suis le PDG de TechVision, une entreprise de logiciels qui a révolutionné le marché italien de l'automatisation des entreprises. Je vis dans un appartement minimaliste au Boschi Verticali, je conduis une Maserati noire, et je porte des costumes sur mesure. Ce jeudi matin, le 15 octobre, je me suis réveillé à 5h30, comme toujours. 50 abdominaux, douche froide, double espresso, et revue des marchés asiatiques. À 7h15, je traversais déjà les rues animées de Milan pour me rendre au bureau, mon attaché-case en cuir italien dans la main droite, mon téléphone dans la gauche, l'esprit concentré sur une réunion avec des investisseurs japonais à 9h. C'est alors que tout a basculé. Je marchais dans la Via Brera, mon trajet habituel, lorsqu'une collision inattendue m'a complètement déstabilisé. Quelqu'un m'a percuté avec assez de force pour que le café que je tenais, un espresso parfait préparé par la machine italienne de mon bureau, se renverse directement sur ma chemise blanche Armani. Merde! Le mot m'a échappé avant que je ne puisse le retenir, chose rare pour quelqu'un qui pèse chaque syllabe dans les réunions professionnelles. Je suis désolé, vraiment désolé. La voix portait un accent milanais authentique, différent de mon ton policé acquis dans des universités internationales. Je levai les yeux, prêt à déverser toute mon irritation sur le responsable de ce désastre, mais les mots moururent dans ma gorge. Devant moi se tenait un homme d'environ 28 ans, les cheveux châtains légèrement en désordre à cause du vent, les yeux de la couleur du café qui venait de tacher ma chemise. Il portait un tablier blanc avec le logo Dolce Aroma et tenait un plateau vide, probablement venant de la cafétéria à proximité. « Ta chemise ?» dit-il sincèrement inquiet en sortant une serviette de la poche de son tablier. « Laisse-moi t'aider. » Avant que je puisse protester, il essayait déjà de nettoyer la tache, ses mains s'approchant dangereusement de ma poitrine. Le contact, même à travers le tissu, envoya une décharge électrique dans tout mon corps, me faisant reculer d'un pas. « Ce n'est pas nécessaire, » dis-je sèchement, retrouvant mon sang-froid professionnel. « Cette chemise coûte plus que ce que tu gagnes probablement en 1 semaine. » Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais voulu. Un mécanisme de défense automatique lorsque je me sentais mal à l'aise. Je vis quelque chose passer dans ses yeux, un mélange de douleur et d'irritation qui me fit immédiatement me sentir coupable. « Pardon, monsieur le riche, » répondit-il, son ton désormais teinté de sarcasme. « Je ne savais pas que j'étais en présence de la royauté milanaise. Peut-être que la prochaine fois, je devrais faire une révérence avant de croiser votre majesté. » J'en restais bouche bée. Personne ne me parlait ainsi. Ni mes employés, ni mes concurrents, encore moins un serveur de café. J'aurais dû être furieux, mais quelque chose dans son attitude provocante et désinvolte éveillait une curiosité que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Je n'ai pas dit ça, » murmurai-je, déjà moins convaincu de ma supériorité. « Pas besoin, » rétorqua-t-il, rangeant la serviette dans sa poche. « Tes yeux ont tout dit. Mais tu sais ce qui est drôle, monsieur le PDG? Ta chemise peut coûter une fortune, mais tachée ou non, tu restes juste un homme qui a renversé du café un matin comme les autres. » Il y eut un moment de silence tendu entre nous. J'aurais dû partir ignorer ses provocations et continuer vers ma réunion importante. Mais quelque chose me retenait là, comme si mes pieds avaient pris racine dans le pavé. « Comment sais-tu que je suis PDG »
demandai-je, sincèrement curieux. Il sourit, un sourire qui transforma complètement son visage, effaçant toute arrogance pour révéler une beauté naturelle qui me déstabilisa totalement. Costume cher, attaché-case en cuir italien, posture de celui qui commande, regard de celui qui obtient toujours ce qu'il veut, énuméra-t-il, m'observant avec une intensité qui me fit me sentir nu malgré mes vêtements. Et surtout, une totale incapacité à gérer les imprévus. Je parie que tu as un agenda coloré sur ton téléphone et que tu ne sors jamais sans vérifier la météo. Chaque mot était une flèche atteignant sa cible. Instinctivement, ma main droite se dirigea vers la poche où je gardais mon iPhone, avec son agenda méticuleusement organisé et l'application météo toujours ouverte. Commençai-je, mais il m'interrompit. Détends-toi, Signor. Ce n'est pas un défaut d'avoir le contrôle de sa vie. C'est juste un peu prévisible. Il marqua une pause, m'observant avec ses yeux perçants. Au fait, je m'appelle Marco Benedetti. Je travaille à Dolce Aroma, au coin de la rue. Si tu veux venir goûter un vrai café un jour, au lieu de ces espressos industriels que vous, les hommes d'affaires, buvez. Alessandro Marchetti, répondis-je automatiquement, en tendant la main pour le saluer. La poignée de main dura quelques secondes de plus que ce que le protocole social exigeait. Ses mains étaient calleuses, chaudes, réelles, tellement différentes des mains manucurées des cadres avec lesquels j'avais l'habitude de traiter. Quand nous nous lâchâmes enfin, je ressentis une étrange sensation de perte. « Eh bien, Alessandro Marchetti, dit-il, prononçant mon nom avec un accent qui fit chavirer mon estomac. J'espère que ta réunion importante sera un succès, même avec une chemise tachée. Et si tu veux un meilleur café la prochaine fois, tu sais où me trouver. » Il se retourna pour partir, mais quelque chose me fit le rappeler. « Marco. » Il s'arrêta, se tournant avec un sourcil levé dans l'attente. « Le café ?» dis-je, me sentant étrangement nerveux. Il était bon. Son sourire cette fois était différent, plus doux, presque intime. « Le meilleur de Milan, » répondit-il. « Mais il faudrait que tu le goûtes pour le savoir. » Et sur ce, il disparut dans la foule matinale, me laissant planté au milieu de la rue comme un idiot, avec une chemise tachée et un cœur battant à un rythme que je ne pouvais expliquer. La réunion avec les investisseurs japonais fut un désastre total. Je ne parvins pas à me concentrer plus de 5 minutes d'affilée. Chaque fois que j'essayais d'expliquer nos indices de croissance ou notre stratégie d'expansion internationale, mon esprit revenait à ses yeux marrons et à ce sourire provocateur. Quand M. Tanaka posa une question sur nos plans pour le marché asiatique, je marmonnai quelque chose à propos d'un vrai café, qui laissa toute la salle dans un silence gêné. Mon assistant, Lorenzo, me regardait comme si j'avais contracté une maladie tropicale. Pendant le déjeuner, il ne put se retenir plus longtemps. « Alessandro, tu vas bien? Tu sembles différent aujourd'hui. »« Je vais parfaitement bien, » mentis-je, coupant mon saumon grillé avec plus de force que nécessaire. « Tu as dit le meilleur de Milan en plein milieu de la présentation sur la blockchain. Les Japonais ont cru que tu faisais une blague interne italienne. » Je soupirai, posant mes couverts. Comment pourrais-je expliquer qu'une rencontre de 5 minutes avec un serveur inconnu avait complètement perturbé mon équilibre mental? Juste une journée difficile, murmurai-je. Mais ce n'était pas juste une journée difficile. Le reste de la semaine, je me surpris à modifier mon trajet matinal pour passer devant Dolce Aroma. Je n'entrais pas, bien sûr. Cela aurait été admettre que ces provocations avaient affecté ma routine parfaitement établie. Mais je ralentissais en passant devant la vitrine, essayant d'apercevoir sa silhouette entre les tables. Le vendredi, je ne pus plus résister. Il était presque 16 heures quand je franchis enfin la porte de la petite cafétéria. L'ambiance était totalement différente des endroits que je fréquentais habituellement. Murs en briques apparentes, plantes suspendues au plafond, un mélange éclectique de chaises et de tables qui semblait avoir été collectées au fil des décennies. Il y avait une chaleur là-dedans, une authenticité que mes restaurants étoilés ne parvenaient jamais à capturer. Marco était derrière le comptoir, préparant ce qui semblait être un cappuccino élaboré, créant des dessins dans la mousse avec une précision artistique qui m'impressionna. Quand il me vit, son visage s'illumina avec ce sourire qui avait hanté mes rêves toute la semaine. « Regarde qui a décidé de goûter un vrai café », dit-il, sans cesser de travailler sur la boisson. « Monsieur Marchetti, quel honneur de recevoir votre excellence dans notre humble établissement. »« Tu peux garder ton sarcasme, » répondis-je, m'approchant du comptoir. « Je suis venu parce que tu as dit que vous serviez le meilleur café de Milan. Alors, tu es capable d'admettre que tu pourrais avoir tort sur quelque chose ?» Il termina le cappuccino et le tendit à une cliente italienne d'âge moyen qui le remercia avec un sourire maternel. « C'est un progrès.
Je n'ai pas dit que j'avais tort, protestai-je, mais déjà sans la conviction d'avant. Pas encore, dit-il s'approchant de moi. Mais attends une seconde. Qu'est-ce que tu voudrais essayer? La question semblait chargée d'un double sens, et je sentis mon visage s'enflammer d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis l'adolescence. Un espresso, répondis-je rapidement. Évidemment, murmura-t-il, levant les yeux au ciel. Les hommes comme toi choisissent toujours un espresso. Rapide, fort, sans complications. Et quel est le problème avec ça? Il ne répondit pas immédiatement. Se concentrant sur la préparation de la boisson, j'observais ses mains travailler avec la machine, des mouvements précis, presque sensuels, témoignant d'années de pratique et de passion pour ce qu'il faisait. Quand il eut fini, il plaça la petite tasse devant moi avec une révérence théâtrale. « Voici, votre majesté. » Je pris la tasse, nos doigts se frôlant un instant qui sembla durer une éternité. Le café était réellement exceptionnel, riche, aromatique, avec une complexité de saveurs qu'aucune machine d'entreprise ne pourrait reproduire. « C'est bon, » admis-je à contre-cœur. « Juste bon ?» Il feignit d'être offensé. « Alessandro, c'est une insulte. Ce café est fait avec des grains sélectionnés d'Éthiopie, torréfiés ce matin, préparés avec une technique que ma grand-mère m'a apprise quand j'avais 12 ans. Ce n'est pas juste bon, c'est une œuvre d'art. » La façon dont il prononça mon nom avec cet accent milanais authentique fit naître un frisson dans ma poitrine. Personne d'autre ne disait mon nom ainsi, avec cette familiarité, ce soupçon d'affection presque imperceptible. « C'est exceptionnel », corrigeai-je, récompensé par un sourire sincère. « Beaucoup mieux. » Il se pencha sur le comptoir, m'étudiant. « Alors, Alessandro Marchetti, PDG de TechVision, qu'est-ce qui t'a vraiment amené ici? Et ne me dis pas que c'est juste le café. Comment savait-il le nom de mon entreprise? » Avant que je puisse poser la question, il continua. « J'ai fait quelques recherches. Google est un outil merveilleux, non? J'ai découvert que tu es assez célèbre. Jeune entrepreneur révolutionne le marché italien de la technologie. PDG de 35 ans, construit un empire de toutes pièces. Alessandro Marchetti, l'avenir des affaires numériques. » Il fit une pause dramatique. Un CV impressionnant pour quelqu'un qui ne sait pas gérer un peu de café renversé. Je sentis mon visage rougir à nouveau. La sensation était si étrange que je faillis me lever pour partir. Mais quelque chose dans sa manière de me provoquer, sans réelle malice, juste une curiosité sincère, me retint sur place. « Tu es très présomptueux pour un serveur, » murmurai-je. « Et toi, tu es très tendu pour un PDG à succès, » rétorqua-t-il immédiatement. « Quand as-tu fait quelque chose de spontané pour la dernière fois, Alessandro? Quelque chose qui n'était pas dans ton agenda coloré? » La question me prit au dépourvu. Quand, vraiment? Je ne pouvais me souvenir d'une seule fois au cours des dernières années où j'avais agi sur une impulsion, sans calculer les conséquences ou analyser tous les scénarios possibles. Commençai-je, mais il m'interrompit à nouveau. Je parie que tu n'as jamais flâné dans les Navigli sans but précis, que tu ne t'es jamais arrêté pour écouter un musicien de rue, que tu n'as jamais acheté des fleurs juste parce qu'elles sont belles. Toute ta vie est planifiée, mesurée, contrôlée. Chaque mot était vrai et cela m'irritait profondément. Et quel serait le problème à avoir le contrôle de sa vie? Demandai-je, sur la défensive. Aucun problème, répondit-il doucement. Son ton perdant son mordant provocateur. C'est juste un peu solitaire, non? Le mot solitaire me frappa comme un coup de poing à l'estomac. C'était vrai. Malgré tous mes succès, ma position, mon appartement luxueux et mon cercle social enviable, j'étais profondément seul. Mes relations étaient toutes professionnelles ou superficielles. Quand quelqu'un m'avait-il vraiment connu au-delà des titres et des réalisations? J'ai une vie très occupée, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Je n'en doute pas, dit Marco, sa voix maintenant douce, presque compatissante. Mais être occupé et être épanoui, ce sont deux choses différentes, Alessandro. Le silence qui suivit était chargé de sens. Je terminai mon espresso d'un trait, laissant quelques pièces sur le comptoir. « Merci pour le café », dis-je me préparant à partir. « Alessandro », m'appela-t-il alors que j'étais à la porte. Je me retournai, croisant son regard. « Demain, c'est samedi. Il y aura un petit festival de musique en plein air au Navigli. Rien d'extraordinaire, juste quelques artistes locaux, des gens normaux qui s'amusent sans agenda. » Il hésita un instant. « Si tu veux faire quelque chose de spontané pour la première fois depuis des années, je serai là à 7 heures du soir près de la Darsena. » Avant que je puisse répondre, un nouveau client entra, et son attention se tourna vers son travail. Je sortis de la cafétéria, le cœur battant à tout rompre et une décision impossible à prendre. Le samedi, à 19h05, je me retrouvais à marcher le long des Navigli.
cherchant une silhouette familière dans la foule des jeunes Milanais célébrant le week-end. Si vous appréciez cette histoire d'amour naissante, laissez un commentaire pour partager ce qui vous captive le plus dans le récit. Alessandro et Marco sont sur le point de découvrir que certaines rencontres peuvent tout changer. Le festival était plus animé que je ne l'avais imaginé. Les rives des canaux Navigli débordèrent de vie. Des artistes de rue jouant de la guitare, des couples dansant sur les ponts de pierre, l'odeur de la cuisine de rue se mêlant à la brise fraîche d'octobre. C'était un monde totalement différent de mon univers contrôlé, et je dois avouer que je me sentais perdu au milieu de tant de spontanéité. Je marchais pendant près de 15 minutes à la recherche de Marco, remettant en question ma santé mentale à chaque pas. Que diable faisait un PDG respecté à errer dans les Navigli à la recherche d'un serveur qu'il connaissait à peine? Lorenzo serait horrifié s'il me voyait là, au milieu de la populace, comme il se référait avec dédain à quiconque ne fréquentait pas les mêmes cercles élitistes que nous. C'est alors que j'entendis un rire familier résonner près d'un des ponts. Mon cœur s'accéléra involontairement. Je me tournai vers le son et le vis. Marco était assis au bord du canal, les pieds pendant au-dessus de l'eau, discutant avec animation avec un groupe d'amis. Il portait une chemise bleu clair qui faisait ressortir ses yeux, et ses cheveux ébouriffés par le vent le rendaient encore plus jeune. Pendant un instant, j'hésitais. J'avais encore le temps de rentrer chez moi, dans ma vie sûre et prévisible. Mais alors, Marco me vit. Son visage s'illumina avec ce sourire qui était devenu dangereusement familier, et il me fit signe de la main comme si ma présence était la chose la plus naturelle du monde. « Alessandro !» cria-t-il par-dessus la musique. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je m'approchai du groupe, me sentant ridiculement déplacé avec ma chemise habillée et mon pantalon de costume au milieu de toute cette décontraction. « Les amis, voici Alessandro », dit Marco à son groupe. « Le PDG dont je vous ai parlé. »« Ah, le fameux monsieur café renversé », rit une fille rousse aux cheveux bouclés. « Je suis Giulia. Marco n'arrête pas de parler de toi. » Je sentis mon visage rougir. Marco avait parlé de moi à ses amis. « Sofia exagère », dit Marco rapidement, mais je notai une légère rougeur sur ses joues aussi. « Alessandro, voici mes amis. Giulia travaille dans une galerie d'art, Luca est musicien. » Il désigna un garçon barbu tenant une guitare. « Et voici Francesca, chef dans un restaurant à Brera. » Tous me saluèrent chaleureusement, sans la moindre trace de la déférence formelle à laquelle j'étais habitué. C'était à la fois rafraîchissant et déconcertant. « Viens, assieds-toi avec nous, » dit Giulia, tapotant l'espace à côté de Marco. Luca allait jouer une chanson qu'il a composée. Je m'assis prudemment, conscient de la rigidité de ma posture par rapport à la décontraction du groupe. Marco était si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps, un parfum subtil de café et quelque chose d'indéniablement masculin qui me faisait tourner la tête. Luca commença à jouer une mélodie douce et mélancolique, sa voix grave résonnant au-dessus des eaux du canal. La chanson parlait de rêves perdus et retrouvés, du courage de changer et de la peur de l'inconnu. Chaque mot semblait s'adresser directement à moi, comme si Luca pouvait lire mon âme. Pendant la chanson, je sentis Marco se rapprocher imperceptiblement, nos épaules se touchant. Le contact était si subtil qu'il aurait pu être accidentel, mais la décharge électrique qui parcourut mon corps n'était définitivement pas imaginaire. « C'est beau, n'est-ce pas ?» murmura-t-il près de mon oreille, son souffle chaud envoyant des frissons dans ma nuque. « Mais très, » répondis-je, mais je n'étais pas sûr de parler de la musique. Quand Luca termina, le groupe applaudit avec enthousiasme. Giulia sortit une bouteille de vin rouge d'un sac et commença à le servir dans des gobelets en plastique improvisés. « À Alessandro », déclara-t-elle, levant son verre, pour avoir eu le courage de sortir de sa zone de confort. « À la spontanéité », ajouta Marco, nos yeux se croisant un instant intense. Nous bûmes, et pour la première fois depuis des années, je me permis de me détendre complètement. Peut-être était-ce le vin, ou la musique en fond, ou la manière dont Marco me souriait comme s'il gardait un secret spécial, mais je ressentis une légèreté que je n'avais pas connue depuis des décennies. « Raconte-nous le monde des affaires, Alessandro », dit Francesca, sincèrement curieuse. « Ça doit être fascinant de construire une entreprise de toutes pièces. » Normalement, cette question déclenchait mon mode présentation automatique. Chiffres, statistiques, stratégie de marché. Mais là, dans cette ambiance détendue, je me surpris à raconter des histoires que je n'avais jamais partagées auparavant. Je parlais des nuits blanches des premières années, de la solitude des décisions difficiles, de la peur constante d'échouer. Je n'imaginais pas que ce serait si humain, commenta Giulia, et tout le monde rit. « Qu'est-ce que tu attendais? Un robot ?» demandai-je, souriant. « Un peu,
dit Marco avec cette honnêteté brutale que j'apprenais à apprécier. Quand je t'ai vu ce matin-là tout sérieux et contrôlé, j'ai pensé que tu étais l'un de ces cadres sans âme qui ne se préoccupent que des profits. Et maintenant? Demandai-je, plus vulnérable que je ne l'avais voulu. Il m'étudia un long moment, ses yeux marrons semblant voir des parties de moi que je gardais soigneusement cachées. Maintenant, je pense que tu as juste oublié comment être toi-même. La profondeur de cette observation me laissa sans voix. Avant que je puisse répondre, Lucas entama une autre chanson, et le moment se perdit dans la mélodie. Le festival se prolongea tard dans la soirée, mais vers 22 heures, le groupe commença à se disperser. Julia avait un rendez-vous matinal, Lucas devait travailler tôt, et Francesca vivait de l'autre côté de la ville. Peu à peu, Marco et moi nous retrouvâmes seuls, assis au bord du canal sous les lumières dorées des réverbères anciens. « Merci d'être venu », dit-il doucement. « Je sais que ça doit être différent de ton monde habituel. Différent, ça peut être bien, admis-je. Tes amis sont authentiques. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré des gens comme ça. Et les gens de ton monde, ils sont comment ?» Je réfléchis à la question honnêtement. Calculateur, ambitieux, toujours à vouloir quelque chose. Un partenariat, un investissement, une connexion. Ils connaissent rarement Alessandro, la personne. Juste Alessandro, le PDG. Ça doit être solitaire, observa-t-il, faisant écho à ses paroles dans la cafétéria. Ça l'est, admis-je pour la première fois à voix haute. Très solitaire. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes, observant les reflets des lumières dansant sur l'eau sombre du canal. La ville vibrait autour de nous, mais là, dans ce petit espace entre nous, tout semblait suspendu dans le temps. « Je peux te poser une question ?» dit Marco finalement. « Bien sûr. Pourquoi es-tu vraiment venu aujourd'hui? Et ne me dis pas que c'était juste la curiosité pour le festival. » La question m'obligea à affronter des sentiments que j'avais évité d'examiner. Pourquoi étais-je venu? Pourquoi une rencontre fortuite de 5 minutes avait-elle autant perturbé ma routine soigneusement construite? Tu m'as intrigué, dis-je lentement. À la cafétéria, tu m'as vu. Pas le PDG, pas le statut social, pas le costume cher. Tu as vu? Moi. Ça fait longtemps que quelqu'un fait ça. Marco se tourna pour me regarder pleinement, nos genoux se touchant. La proximité me fit déglutir avec difficulté. Et toi, qu'as-tu vu en moi? Demanda-t-il doucement. De l'authenticité, répondis-je sans hésiter. De la passion pour ce que tu fais, du courage d'être exactement qui tu es, sans excuse ni masque. Tu es libre d'une manière que j'ai oublié comment être. Quelque chose changea dans son expression. Ses yeux devinrent plus sombres, plus intenses. Alessandro, commença-t-il, mais sa voix s'éteignit. Quoi? Rien, c'est juste. Il secoua la tête. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Il se leva brusquement, me tendant la main pour m'aider à me relever aussi. Tu veux marcher un peu? Je peux te montrer mon endroit préféré à Milan. J'acceptai sa main et une fois encore, cette décharge électrique parcourut tout mon corps. Il ne lâcha pas ma main immédiatement, nos doigts restant entrelacés pendant quelques précieuses secondes avant que la réalité ne nous ramène. Nous marchâmes dans les ruelles étroites de Brera, Marco me guidant à travers des allées que je n'avais jamais remarquées malgré des années à travailler dans le quartier. Il connaissait chaque coin, chaque histoire, chaque secret de la ville, d'une manière que mes connaissances superficielles des itinéraires professionnels ne pourraient jamais égaler. Là, dit-il, désignant une petite cour cachée entre 2 bâtiments anciens. C'est ici. L'endroit était magique. Un petit jardin secret au cœur de la ville, avec une fontaine ancienne au centre et des bancs en pierre couverts de lierre. Il était complètement désert, comme si c'était notre propre monde privé. Comment as-tu trouvé cet endroit? Demandai-je, émerveillé. Par hasard, comme la plupart des meilleures choses de la vie, sourit-il. J'avais 16 ans, je fuyais la maison après une terrible dispute familiale, et je me suis caché ici pour pleurer loin des regards curieux. Depuis, je viens ici chaque fois que j'ai besoin de réfléchir, ou quand le monde devient trop lourd. Nous nous assîmes sur le banc principal, le bruit de la fontaine créant une bande-son parfaite pour les confessions. « Pourquoi as-tu fugué » demandai-je doucement. Marco resta silencieux si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'une vulnérabilité qui me donna envie de le protéger de toutes les douleurs du monde. Mon père voulait que je sois avocat comme lui. Il avait toute ma vie planifiée. La bonne université, le cabinet familial, un mariage avec la fille d'un associé, des enfants, une maison en banlieue, toute une vie décidée avant que je n'aie 18 ans. Et tu ne voulais pas de ça? Je voulais travailler avec la nourriture, créer des plats qui rendent les gens heureux, ouvrir un petit restaurant où les familles se réuniraient pour créer des souvenirs,
Il rit amèrement. Pour mon père, c'était un échec. Les Benedetti ne servent pas la nourriture, ils se font servir, disait-il. C'est pour ça que tu travailles à la cafétéria. C'est un début. J'économise de l'argent, j'apprends le métier. Un jour, il me regarda avec ses yeux pleins de rêves. Un jour, j'aurai mon propre endroit. La passion dans sa voix me toucha profondément. Voici quelqu'un prêt à sacrifier la sécurité et l'approbation familiale pour un rêve, alors que j'avais construit toute une vie basée sur les attentes extérieures et des mesures de succès qui n'étaient peut-être même pas les miennes. Ton père est toujours en vie? Demandai-je. Oui, mais nous n'avons pas parlé depuis presque 2 ans. Pour lui, je suis mort le jour où j'ai choisi d'être un échec au lieu d'honorer la famille. La douleur dans sa voix était palpable, et sans réfléchir, je tendis la main pour couvrir la sienne sur le banc entre nous. Le contact fut comme une décharge électrique, mais cette fois, aucun de nous ne recula. Ce n'est pas un échec de suivre ses rêves, dis-je doucement. C'est du courage. Il tourna sa paume vers le haut. Nos doigts s'entrelacèrent naturellement. Et toi, Alessandro? Tes parents soutiennent tes choix? La question m'obligea à réfléchir à mes propres relations familiales. Mes parents, tous deux universitaires respectés, avaient toujours soutenu ma carrière d'entrepreneur, principalement pour les résultats financiers qu'elle apportait. Mais un vrai soutien? Une compréhension de qui j'étais vraiment au-delà des titres? Mes parents me soutiennent, dis-je lentement, mais parfois je me demande s'ils me connaissent vraiment. Lors des réunions familiales, nous parlons de profit, d'expansion, de réalisation professionnelle. Jamais de « si je suis heureux ». Et l'es-tu? Heureux? La question me prit complètement au dépourvu. Le bonheur n'était pas une métrique que je considérais régulièrement. Succès, efficacité, croissance, voilà les mesures qui comptaient dans mon monde. J'étais satisfait, dis-je finalement, jusqu'à ce que je te rencontre. Les mots sortirent avant que je puisse les filtrer, bruts et trop honnêtes. Marco me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur dangereusement vite. Alessandro, commença-t-il, sa voix rauque. Je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça, murmurai-je, essayant de retirer ma main de la sienne. Mais Marco la retint fermement, ses doigts serrant les miens. Ne t'excuse pas, s'il te plaît. Nos visages étaient dangereusement proches maintenant. Je pouvais sentir son souffle, voir les petites taches dorées dans ses yeux marrons, compter chaque cils. Le monde autour de nous disparut, ne laissant que nous deux, et la tension électrique, qui semblait croître à chaque seconde. C'est une mauvaise idée, murmurai-je, mais je ne reculai pas. Probablement, acquiesça-t-il, chuchotant aussi. Nous sommes très différents, complètement incompatibles, totalement. Et pourtant, malgré toutes les raisons logiques pour lesquelles j'aurais dû me lever et partir, je me penchai en avant, et nos lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut doux au début, hésitant comme si nous testions tous deux des eaux inconnues. Mais ensuite Marco gémit doucement contre ma bouche, ses mains montant pour tenir mon visage, et toute hésitation disparut. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Tous les baisers de ma vie avaient été calculés, faisant partie de relations stratégiques ou de rencontres occasionnelles sans véritable émotion. Mais ceci, c'était un feu pur, consumant toute pensée rationnelle. Quand nous nous séparâmes enfin, nous haletions tous les deux. Marco appuya son front contre le mien, ses yeux fermés. « Merde », murmura-t-il. « Exactement ce que je pensais », acquiesçai-je. Nous nous revîmes 3 fois cette semaine-là. Chaque rencontre était une révélation. Chaque conversation me montrait de nouvelles facettes de Marco qui rendaient impossible de le chasser de mon esprit. Il avait une manière de voir le monde à la fois profonde et simple, trouvant de la beauté dans des détails que je n'avais jamais remarqués. Le mardi, il me montra un marché d'antiquités où il acheta des assiettes vintage pour sa collection personnelle, rêvant du jour où il pourrait les utiliser dans son propre restaurant. Je vis ses yeux briller en imaginant les clients savourant des repas servis sur ces pièces chargées d'histoire. Le jeudi, nous marchâmes dans le parc Sempione pendant qu'il me parlait de ses voyages culinaires imaginaires, comment il aimerait apprendre les techniques de pâtes en Toscane, découvrir les secrets du risotto au Vénétie, étudier l'art des sauces en Émilie-Romagne. Le vendredi, il m'emmena dans une petite œnothèque cachée où il connaissait le propriétaire. Un monsieur italien qui nous servit des vins locaux pendant que Marco traduisait les histoires familiales derrière chaque récolte. Chaque moment ensemble était une contradiction douloureuse. Je ne m'étais jamais senti plus vivant, plus moi-même, plus connecté à une autre personne, mais je n'avais jamais été non plus aussi conscient de l'impossibilité de la situation. Comment pourrais-je expliquer Marco à mon monde? Comment présenterais-je un serveur de café aux associés de l'entreprise, aux investisseurs internationaux, à la haute société milanaise qui fréquentait les mêmes événements que moi, et plus important encore,
Comment pourrais-je demander à quelqu'un d'aussi authentique que Marco de prétendre être quelque chose qu'il n'était pas? Ces questions me tourmentaient pendant les longues nuits d'insomnie, mais elles disparaissaient dès que je voyais son sourire. Ce fut le vendredi soir, dans le Notec, que la réalité nous rattrapa enfin. Nous étions assis à une table d'angle, riant d'une histoire embarrassante que Marco racontait sur ses débuts dans le café, lorsqu'une voix familière résonna près de l'entrée. « Alessandro? Alessandro Marchetti ?» Mon sang se glaça. C'était Vittorio Conti, l'un des principaux investisseurs de TechVision et membre influent de l'élite entrepreneuriale milanaise. Un homme connu pour ses préjugés de classe et ses opinions conservatrices sur le comportement approprié pour les cadres de haut niveau. « Merde », murmurai-je à voix basse. « Qui est-ce » demanda Marco, remarquant mon changement d'humeur instantané. Avant que je puisse répondre, Vittorio s'approchait déjà de notre table, accompagné de sa femme, Claudia, et d'un autre couple que je reconnus vaguement d'événements sociaux. « Alessandro !» s'exclama Vittorio avec cette jovialité feinte que les puissants utilisent pour établir leur domination. « Quelle surprise de te trouver ici. Je ne savais pas que tu fréquentais des établissements aussi typiques. » Le ton méprisant avec lequel il parlait de l'Enotech, un endroit authentique et chaleureux, m'irrita immédiatement. Mais avant que je puisse répondre, ses yeux se posèrent sur Marco avec une curiosité à peine dissimulée. « Et qui est ton ami ?» La question était chargée d'insinuations qui me donnèrent envie de frapper son visage arrogant. Marco, béni soit-il, ne montra aucun signe d'intimidation. Il se leva avec aisance et tendit la main à Vittorio. « Marco Benedetti », dit-il avec assurance. « Ravi de vous rencontrer. »« Vittorio Conti », répondit-il, serrant la main de Marco avec une réticence visible. « Et toi, tu travailles ? Où, Marco ?» La question était un piège social classique. Vittorio avait déjà évalué les vêtements simples de Marco, l'absence d'accessoires coûteux, sa posture détendue, et maintenant il voulait confirmer ses soupçons sur notre inadéquation sociale. « Je suis barista à Dolce Aroma », répondit Marco sans la moindre trace de honte ou d'excuse. « Et vous ?» L'honnêteté brute de la question de Marco, le traitant comme un égal plutôt que de s'incliner devant sa position, laissa Vittorio visiblement mal à l'aise. « je suis investisseur. Je travaille avec Alessandro depuis plusieurs années. »« Ah, c'est intéressant. » Marco sourit sincèrement. « Ça doit être fascinant de travailler dans le monde financier. Alessandro m'a raconté certaines choses sur votre entreprise. Très impressionnant ce que vous avez construit. » Vittorio cligna des yeux, clairement surpris qu'un simple barista puisse tenir une conversation intelligente sur les affaires. « Oui, bégaya-t-il, puis se tourna vers moi avec un sourire forcé. « Alessandro, il faut qu'on organise ce dîner dont nous avons parlé. Claudia est impatiente de te présenter sa nièce, Bianca, l'avocate. Tu te souviens qu'on en a parlé? Une fille, convenable pour quelqu'un de ta position. » Les mots furent comme un coup de poignard dans la poitrine. Le sous-texte était clair. Marco n'était pas convenable pour ma position. Et pire encore, Vittorio suggérait publiquement une connexion romantique entre moi et une femme, devant Marco. Je vis le sourire de Marco vaciller une fraction de seconde avant qu'il ne se ressaisisse. « Bien sûr, » répondis-je sèchement, détestant chaque syllabe. « Je te contacterai. » « Excellent. » Vittorio sembla satisfait d'avoir rétabli l'ordre social. « Eh bien, nous ne voulons pas interrompre davantage, quoi que vous soyez en train de faire. Bonne soirée, Alessandro. » Marco. Il prononça le nom de Marco comme s'il s'agissait d'une grossièreté. Quand ils s'éloignèrent enfin, le silence entre Marco et moi était assourdissant. Il jouait avec le bord de son verre de vin, évitant mon regard. « Alors, » dit-il finalement, sa voix soigneusement contrôlée. « Bianca, l'avocate convenable. »« Marco ?»« Non, » m'interrompit-il, toujours sans me regarder. « Je comprends. Vraiment, je comprends. »« Non, tu ne comprends pas. Vittorio est un idiot prétentieux qui représente ton monde, » termina Marco doucement. « Qui connaît les règles du jeu que tu joues tous les jours. » Il me regarda enfin, et la résignation dans ses yeux fut plus douloureuse que n'importe quelle accusation. « Alessandro, tu es le PDG d'une entreprise importante. Tu as des responsabilités, une image à maintenir. Je suis un barista qui travaille pour économiser de l'argent pour un rêve qui ne se réalisera peut-être jamais. Nous ne sommes pas compatibles. Ne dis pas ça. » Et pourquoi? Sa voix devint plus intense. Parce que ce n'est pas vrai? Peux-tu m'emmener rencontrer tes associés? Me présenter lors d'événements professionnels? Parler de moi à tes parents comme d'une relation sérieuse? Chaque question était une flèche atteignant sa cible, car la vérité était que, malgré tout l'attachement que j'avais pour Marco, malgré le fait qu'il était devenu la meilleure partie de mes journées,
Je ne pouvais imaginer l'intégrer dans mon monde sans conséquences désastreuses pour ma carrière. C'est compliqué, murmurai-je pitoyablement. Ce n'est pas compliqué, Alessandro. C'est impossible. Il se leva, prenant sa veste. Et je pense que nous le savions tous les deux depuis le début. Marco, attends. Mais il s'éloignait déjà, me laissant seul avec mon vin et le poids écrasant de la réalité. Cette nuit-là, allongé dans mon lit king size dans le silence de mon appartement des Boschi Verticali, je réalisais que j'avais atteint un point de rupture. Je ne pouvais pas continuer à vivre deux vies, une le jour, sûre et respectable, et une autre la nuit, réelle et passionnée. Je devais faire un choix. Et pour la première fois de ma vie adulte, je n'avais aucune idée de ce que serait la bonne décision. La tension est à son comble. Alessandro doit choisir entre son monde sécurisé et le véritable amour avec Marco. Que pensez-vous qu'il devrait faire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Votre interaction aide les autres lecteurs à découvrir cette histoire palpitante. Les 15 jours suivants furent les plus longs de ma vie. J'essayais de revenir à ma routine précédente. Réunions matinales, déjeuner d'affaires, événements sociaux calculés, mais tout semblait vide, comme si je jouais un rôle qui ne me convenait plus. À 3 reprises, je passais devant Dolce Aroma lors de mon trajet matinal, ralentissant le pas dans l'espoir d'apercevoir Marco à travers la vitrine. Une fois, je le vis, concentré sur la préparation d'un cappuccino avec cette précision artistique que j'avais appris à admirer. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde avant qu'il ne détourne les yeux et que je n'accélère le pas, trop lâche, pour affronter la conversation que je savais inévitable. Lorenzo remarqua mon changement d'humeur, mais ses tentatives pour me remonter le moral ne faisaient qu'empirer les choses. « Tu dois sortir davantage, Alessandro. La fille de Rossi a demandé après toi à l'événement de la semaine dernière. Une fille charmante, diplômée en économie internationale, famille traditionnelle. Chaque suggestion d'une fille convenable me ramenait à Marco, à ses yeux marrons qui voyaient à travers tous les masques sociaux, à ses mains calleuses qui connaissaient le vrai travail, à son rire authentique qui ne calculait jamais les effets ni les impressions. Ce fut Vittorio qui fit basculer la situation. Un lundi glacial de novembre, il apparut dans mon bureau sans prévenir, s'asseyant dans le fauteuil en cuir comme s'il était le maître des lieux. « Nous devons parler, Alessandro. Vittorio, si c'est à propos des chiffres du 3e trimestre, ce n'est pas à propos des chiffres. » Son expression était plus sombre que jamais. « C'est à propos de ton association avec ce garçon, le barista. » Mon sang se glaça. « De quoi parles-tu? S'il te plaît, Alessandro. Milan est peut-être une métropole, mais notre cercle social est petit. On t'a vu avec lui plusieurs fois. Dîner, promenade, des comportements qui suscitent des commentaires. Quel genre de commentaires? » Ma voix sortit plus basse et menaçante que je ne l'avais voulu. « Du genre qui peut nuire à ta réputation et par conséquent à notre entreprise. » Vittorio se pencha en avant, adoptant un ton condescendant. « Alessandro, tu es jeune, prospère, riche. Il est normal d'avoir des curiosités, mais il y a des moyens discrets de gérer ça. Ce garçon cependant est très visible. » Le mot « curiosité » me donna envie de vomir. Comme si Marco n'était qu'une phase, un caprice temporaire d'un homme ennuyé par trop de privilèges. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » murmurai-je. « Je sais exactement de quoi je parle. » Vittorio se leva, lissant son costume. « L'entreprise croît, Alessandro. Nous sommes sur le point de conclure des contrats internationaux importants. Nous ne pouvons pas nous permettre de scandale personnel. Sors de mon bureau. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Réfléchis à ce que tu as construit ici. Réfléchis si ça vaut la peine de tout jeter pour un caprice. » Quand il sortit, je me sentis sale, comme si ces mots avaient contaminé tout autour de moi. Mais pire que son intolérance était la petite voix dans ma tête murmurant qu'il avait peut-être raison sur les conséquences pratiques. Cette nuit-là, je pris la décision la plus lâche de ma vie. J'appelai Bianca, la nièce de Claudia Conti. Bianca était tout ce qu'une femme convenable devrait être. Intelligente, sophistiquée, bien éduquée, issue d'une famille respectable. Notre première conversation téléphonique coula naturellement. Nous parlâmes de droit corporatif, des changements dans la législation italienne des affaires, de voyages professionnels. C'était sûr, prévisible, exactement le type de relation que mon monde attendait de moi. Nous fixâmes un dîner, pour le jeudi, au Hôtel Bulgarie, l'un des restaurants les plus exclusifs de Milan, où nous serions vus par les bonnes personnes, où notre union serait automatiquement approuvée par les cercles sociaux pertinents. Pendant les 3 jours précédant la rencontre, je me convainquis que je faisais le bon choix. Marco et moi étions incompatibles, après tout. Nos mondes étaient trop différents.
Je m'étais laissé emporter par une attirance physique temporaire, confondant désir et amour. Mais le matin du jeudi, alors que je choisissais le costume pour le dîner, mon téléphone sonna. C'était un message de Giulia, l'amie artiste de Marco. « Alessandro, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Marco. S'il te plaît, retrouve-moi à la galerie aujourd'hui à 16 h. C'est important. » Mon cœur s'accéléra. Était-il arrivé quelque chose à Marco? Était-il malade? Blessé? Malgré tous mes efforts pour rationaliser nos sentiments, je réalisais que la possibilité de le perdre me terrifiait plus que n'importe quelle crise professionnelle. J'arrivais à la galerie d'art de Giulia 15 minutes en avance. C'était un petit espace élégant, avec des œuvres d'artistes locaux émergents. Giulia m'attendait avec une expression sérieuse qui ne correspondait pas à sa personnalité habituellement joyeuse. « Merci d'être venu », dit-elle me guidant vers une zone réservée à l'arrière de la galerie. « Je dois te raconter ce qui s'est passé avec Marco. Il va bien ?» La question sortit plus désespérée que je ne l'avais voulu. Physiquement, oui, émotionnellement, elle marqua une pause douloureuse. « Alessandro, il n'est plus le même depuis que vous avez arrêté de vous voir. Il travaille 2 fois plus à la cafétéria, prenant des shifts supplémentaires, économisant chaque centime avec une obsession qui nous inquiète tous. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'accélérer ses plans. Il a trouvé un petit local à louer près des Navigli. Ce n'est pas grand-chose. Il a besoin de beaucoup de travaux, mais il a du potentiel pour devenir exactement le type de restaurant dont il a toujours rêvé. » Je ressentis un mélange de fierté et de tristesse. Marco poursuivait ses rêves, mais apparemment comme une manière d'échapper à la douleur causée par notre séparation. « C'est merveilleux, » dis-je, forçant l'enthousiasme dans ma voix. « Il y arrivera. » Alessandro, Giulia me regarda avec une intensité qui me fit sentir comme si elle pouvait lire mon âme. « Tu le penses vraiment? Ou tu dis juste ce que tu crois devoir dire ?» La question me prit au dépourvu. Bien sûr que je le pense. Marco est talentueux, déterminé. Je ne parle pas de ça, et tu le sais. Elle s'approcha, baissant la voix. Je parle de vous deux, de ce que vous aviez ensemble. Giulia, c'est compliqué. Ne me sors pas ces conneries de c'est compliqué. Sa voix éclata, faisant tourner les têtes des autres visiteurs de la galerie. Elle respira profondément, se contrôlant. Désolé. Mais Alessandro, je vous ai vus ensemble. J'ai vu comment Marco souriait en parlant de toi, comment tu te détendais en sa présence. Vous êtes amoureux. N'importe quel idiot peut le voir. Parfois, l'amour ne suffit pas, murmurai-je, répétant les mots que j'avais utilisés pour me convaincre ces dernières semaines. Baliverne. La réponse fut rapide et tranchante. L'amour est toujours suffisant. Ce qui ne l'est pas, c'est le courage. Ces mots me frappèrent comme une gifle, parce que c'était exactement ça. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de courage. Le courage d'affronter les conséquences sociales, de défendre ce qui comptait vraiment, de choisir le bonheur plutôt que la sécurité. « Que veux-tu que je fasse ?» demandai-je, ma voix plus vulnérable que je ne l'avais voulu. « Que tu sois honnête avec toi-même, que tu arrêtes de te cacher derrière des excuses sur les différences de classe ou l'adéquation sociale. » Giulia sortit une petite clé de sa poche. « Marco ne sait pas que je suis ici à te parler, mais ce soir, à 8 h, il sera dans le local de son futur restaurant, faisant un premier nettoyage, planifiant l'aménagement. C'est un vieil entrepôt dans la rue Naviglio Grande, 47. Si tu tiens vraiment à lui, si vous avez vraiment quelque chose qui vaut la peine de se battre, peut-être qu'il est temps de le prouver. » Elle mit la clé dans ma main. Quelle est cette clé? Celle de la porte arrière. Marco m'a demandé une copie au cas où j'aurais besoin d'aider avec quelque chose de lourd. Giulia sourit pour la première fois pendant notre conversation. Considère ça comme une opportunité. Je sortis de la galerie dans un état de turbulence émotionnelle totale. Dans quelques heures, j'avais un dîner avec Bianca, le premier pas vers une vie sûre, respectable et complètement vide, où je pouvais utiliser cette clé, trouver Marco et me battre pour ce que je voulais vraiment. Pour la première fois de ma vie adulte, je devais choisir entre ce qu'on attendait de moi et ce que mon cœur désirait. À 19 h 30, j'étais devant l'hôtel Bulgarie, regardant Bianca s'approcher par l'entrée principale. Elle était éblouissante. Robe noire élégante, maquillage impeccable, posture confiante de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Exactement le type de femme que mon cercle social approuverait instantanément. « Alessandro », sourit-elle chaleureusement, me saluant avec les traditionnels baisers sur la joue. « Tu es très élégant. Prêt pour un dîner civilisé ?»« Civilisé », répétai-je le mot, pensant à tous les dîners civilisés de ma vie. Conversation polie sur des sujets sûrs, sourire calculé, relation construite sur la commodité mutuelle plutôt que sur une véritable connexion. « On y va ?» demanda-t-elle,
se dirigeant déjà vers l'entrée du restaurant. J'aurais dû la suivre. J'aurais dû entrer dans ce monde doré et confortable, passer la soirée à discuter de contrats et de voyages d'affaires, commencer une relation que tout le monde approuverait et que personne ne questionnerait. Mais alors je pensais à Marco, à ses yeux brillants lorsqu'il parlait de ses rêves culinaires, à ses mains travaillant avec passion sur la machine à café, à la façon dont il me regardait, pas le PDG, pas le titre, pas le compte bancaire, juste Alessandro. Bianca, l'appelai-je, ma voix plus ferme que je ne l'avais été depuis des semaines. J'ai besoin de te dire quelque chose. Elle se tourna, un sourcil levé avec une curiosité élégante. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Les mots sortirent plus directement que je ne l'avais prévu, mais ils libérèrent un poids énorme de mes épaules. Bianca cligna des yeux, assimilant l'information. « Oh !» dit-elle simplement au début. Puis, à ma surprise, elle sourit. « Eh bien, ça explique pourquoi tu semblais aller à un enterrement plutôt qu'à un rendez-vous. Tu n'es pas fâché ?»« Alessandro, je suis avocate d'entreprise depuis 8 ans. J'ai appris à lire les gens. Il était clair dès notre première conversation que ton cœur était ailleurs. » Elle marqua une pause. « Puis-je demander qui est l'heureux élu ?» J'hésitais. Ce serait la première fois que j'admettrais publiquement à quelqu'un de mon monde social la vérité sur mes sentiments pour Marco. Il travaille dans une cafétéria. Il est complètement différent de moi, de tout ce que représente ma vie, mais ma voix vacilla un instant. Mais il me fait me sentir plus moi-même que n'importe qui d'autre. Bianca m'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. « Alors, que fais-tu ici avec moi ? Va le rejoindre. » « Mais les attentes. Vittorio t'attente tout notre cercle social. »« Alessandro, » m'interrompit-elle doucement. « Tu es un homme adulte, prospère, capable de prendre tes propres décisions. S'ils ne peuvent pas l'accepter, c'est leur problème, pas le tien. » Je la regardais avec une nouvelle admiration. Peut-être avais-je sous-estimé les gens de mon propre monde. Merci, Bianca, d'avoir compris. « Promets-moi juste une chose, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Si ça ne marche pas avec ce barista, et que tu décides que tu as besoin d'une avocate intelligente et compréhensive dans ta vie, tu sais où me trouver. » Je ris pour la première fois depuis des semaines. Promis. À 20h15, j'étais devant un vieil entrepôt dans la rue Naviglio Grande, 47, la clé de Giulia tremblant dans ma main. À travers une fenêtre sale, je pouvais voir de la lumière bouger à l'intérieur, probablement Marco avec une lampe de poche, explorant son futur royaume culinaire. Je pris une profonde inspiration et utilisai la clé. La porte arrière s'ouvrit avec un grincement qui résonna dans l'espace vide. Marco était au centre de l'entrepôt, dos à moi, examinant quelque chose au plafond avec une petite lampe de poche. Il portait un jean usé et un t-shirt simple. Mais pour moi, il était plus beau que n'importe quel mannequin de magazine de mode. « Giulia, c'est toi ?» appela-t-il sans se retourner. « Je pensais que tu avais changé d'avis pour m'aider ce soir. »« Ce n'est pas Giulia, » dis-je doucement. Marco se tourna si vite qu'il faillit laisser tomber la lampe. Quand nos regards se croisèrent, je vis un mélange de choc, d'espoir et de douleur traverser son visage en quelques secondes. « Alessandro, comment? Que fais-tu ici ?» Giulia m'a donné la clé. Je m'approchais lentement, comme si je craignais qu'il ne s'enfuit si je bougeais trop vite. Elle a dit que tu serais ici, travaillant sur ton futur restaurant. Marco resta silencieux un long moment, m'étudiant. Même dans la faible lumière de la lampe, je pouvais voir qu'il avait un peu maigri, qu'il avait des cernes sous les yeux. « Et pourquoi ça t'intéresse ?» Sa voix était soigneusement contrôlée. Je pensais qu'on avait établi que nous étions incompatibles. « Marco, commençai-je, mais il m'interrompit. « Non. » Sa voix se durcit. « Tu ne peux pas juste réapparaître après des semaines de silence et t'attendre à ce que tout redevienne normal. Tu as fait ton choix, Alessandro. Tu as choisi ton monde sûr au lieu de quoi que ce soit que nous avions. Tu as raison, admis-je. J'ai choisi la sécurité. J'ai choisi ce qu'on attendait de moi plutôt que ce que je voulais vraiment. Et c'était la décision la plus lâche et la plus stupide de ma vie. » Marco cligna des yeux, visiblement surpris que j'admette cela si directement. « Ce soir, continuai-je, j'avais un rendez-vous avec une femme, Bianca Conti, avocate, issue d'une famille traditionnelle, exactement le type de personne que mon monde attendait que je fréquente. Elle est intelligente, belle, complètement adaptée à ma position sociale. Je vis la douleur dans les yeux de Marco, mais je continuais. Et sais-tu ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu entrer dans le restaurant. Je suis resté planté devant cet endroit chic, pensant à ce que serait ma vie avec elle, sûre, prévisible, approuvée par tous, et je me suis rendu compte que je préférerais être heureux un seul jour avec toi que sécuriser toute une vie avec n'importe qui d'autre. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Marco posa la lampe sur une table improvisée, ses mains tremblant légèrement. Alessandro, je t'aime. Les mots jaillirent dans un flot désespéré. Je t'aime d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. J'aime comment tu vois de la beauté dans les choses simples. J'aime ta passion pour tes rêves. J'aime comment tu me défies, comment tu me fais rire, comment tu me donnes envie d'être une meilleure version de moi-même. J'aime tes mains calleuses et ton rire authentique et la façon dont tu dis mon nom. Marco me regardait comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Et si mon monde ne peut pas accepter ça, alors peut-être que j'ai besoin de trouver un nouveau monde. Un monde où ce qui compte n'est pas ton compte bancaire ou ton nom de famille, mais si tu traites les gens avec gentillesse et si tu te bats pour tes rêves. Tu ne sais pas ce que tu dis, murmura Marco. Tu ne peux pas abandonner tout ce que tu as construit. Je n'abandonne pas, dis-je, m'approchant encore. Je choisis. Pour la première fois de ma vie adulte, je prends une décision basée sur ce que veut mon cœur, pas sur ce qu'on attend de moi. Marco regarda autour de lui dans l'entrepôt vide, comme s'il cherchait des réponses dans les murs écaillés. Alessandro, regarde cet endroit. C'est ce que je peux t'offrir. Un rêve incertain, du travail acharné, des nuits blanches à essayer de construire quelque chose de toutes pièces. Pas de garantie, pas de sécurité. Et tu crois que ça me fait peur? Je fis un pas de plus vers lui. Marco, j'ai construit une entreprise de rien. Je sais ce que c'est que le travail dur. Je sais ce que c'est que le risque. La différence, c'est que cette fois, je ne le fais pas seul. Quoi? Si tu veux bien de moi à nouveau, si tu veux toujours essayer, je veux faire partie de ça, de ton rêve, de ta lutte, de ton avenir. Je m'arrêtais juste devant lui, assez près pour voir chaque détail de son visage. Je veux investir dans ton restaurant, pas en tant qu'investisseur corporatif, mais en tant que partenaire, à tous les sens du terme. Les yeux de Marco se remplirent de larmes. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Je tendis la main pour toucher doucement son visage. Marco Benedetti, veux-tu construire un avenir avec moi? Il ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il combla la distance entre nous et m'embrassa avec une intensité qui contenait des semaines de manque, de douleur et d'espoir renouvelé. Nous nous embrassâmes comme si c'était la première et la dernière fois, comme si nous pouvions sceller notre avenir à travers le contact de nos lèvres. Quand nous nous séparâmes enfin, nous pleurions tous les deux. « Je t'aime aussi, Alessandro », murmura-t-il contre mon front. « Je t'aime tellement que j'ai cru mourir quand tu as disparu de ma vie. Plus jamais, promis-je. Plus jamais je ne laisserai la peur décider pour moi. » Nous passâmes le reste de la nuit dans cet entrepôt vide, planifiant notre avenir. Marco me montra ses dessins pour l'aménagement du restaurant, me parla de chaque plat qu'il rêvait de servir, décrivit l'atmosphère chaleureuse qu'il voulait créer. Et moi, pour la première fois, je parlais d'un avenir qui n'était pas seulement fait de croissance corporative ou de réalisation professionnelle, mais de construire quelque chose avec la personne que j'aimais. Les semaines suivantes furent un test pour notre relation renouvelée. Comme je l'avais prévu, notre union ne fut pas accueillie avec une approbation universelle dans mon cercle social. Vittorio organisa une réunion urgente le lendemain de nos retrouvailles. Son expression quand j'entrais dans le bureau était plus sombre que jamais. « J'ai appris que tu as annulé ton rendez-vous avec Bianca Conti », commença-t-il sans préambule. Je l'ai annulé parce que ce n'était pas juste envers elle de continuer quelque chose que je savais sans avenir. Et je suppose que ça a un rapport avec ce garçon. La manière dont il dit « garçon » m'irrita profondément, mais je gardais mon sang-froid. Ça a un rapport avec l'honnêteté, Vittorio. Avec le fait de vivre ma vie selon mes propres valeurs plutôt que selon les attentes des autres. Alessandro, sa voix prit un ton paternaliste qui me donna envie de frapper quelque chose. Tu jettes une carrière brillante pour un caprice temporaire. Cette implication affectera notre capacité à conclure des contrats importants, ternira la réputation de l'entreprise. Notre entreprise est une entreprise de technologie, pas une agence matrimoniale. L'interrompis-je froidement. Notre succès repose sur l'innovation et les résultats, pas sur ma vie personnelle. Tu es naïf. Les affaires se font avec des gens, et les gens ont des préjugés, qu'ils le veuillent ou non. Alors peut-être est-il temps de travailler avec des gens différents. La conversation se prolongea encore 1 heure, Vittorio alternant entre menaces voilées et appels à la raison. Quand je sortis enfin du bureau, je savais que notre partenariat de plusieurs années était terminé. Étonnamment, les conséquences furent moins dévastatrices que je ne l'avais imaginé. Oui, nous perdîmes quelques contrats avec des entreprises plus conservatrices. Oui, je fus exclu de certains cercles sociaux élitistes. Mais je découvris aussi des alliés là où je ne m'y attendais pas. Lorenzo, mon assistant, me soutint pleinement. « Honnêtement, Alessandro, tu es plus heureux que je ne t'ai vu depuis des années, dit-il lors d'une de nos réunions.
Et le bonheur se reflète dans le travail. L'équipe l'a remarqué. Bianca m'appela une semaine après notre rendez-vous annulé. « Comment vont les choses avec ton barista ?» demanda-t-elle avec une curiosité sincère. « Il s'appelle Marco », corrigeai-je doucement. « Et ça va ? Merveilleusement bien. Tant mieux. Et Alessandro, si tu as besoin d'une bonne avocate pour des questions contractuelles pour le nouveau restaurant, tu sais où me trouver. » Même mes parents, quand je leur racontais enfin la vérité, réagirent mieux que je ne l'avais espéré. « Mon fils, » dit ma mère lors d'un dîner familial tendu, « nous nous sommes demandé pendant des années quand tu trouverais quelqu'un qui te rendrait vraiment heureux. Si c'est ce Marco, alors nous voulons le rencontrer. » Bien sûr, tout ne fut pas facile. Il y eut des commentaires malveillants, des regards désapprobateurs lors d'événements publics, certaines amitiés superficielles qui se révélèrent encore plus superficielles que je ne l'avais imaginé. Mais pour chaque porte qui se fermait, une autre s'ouvrait. Marco géra la pression avec une grâce qui m'impressionna. Quand certaines personnes essayaient de le traiter avec condescendance lors des événements que nous commencions à fréquenter ensemble, il répondait avec intelligence et humour, désarmant les préjugés simplement en étant authentiquement lui-même. Il s'attendait à ce que je sois intimidé, me dit-il après un dîner particulièrement difficile avec quelques collègues entrepreneurs. Mais pourquoi serais-je intimidé? Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et plus important encore, je sais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que les autres pensent que je devrais être. 6 mois après nos retrouvailles dans l'entrepôt vide, Aroma et Anima ouvrit ses portes pour son premier service. Le nom était une idée de moi, une combinaison de Aroma, représentant la passion culinaire de Marco, et de Anima, représentant l'âme qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Le restaurant était petit, seulement 12 tables, mais chaque détail avait été soigneusement planifié. Les murs en briques apparentes créaient une ambiance chaleureuse. Les plantes suspendues ajoutaient vie et couleur, et la cuisine ouverte permettait aux clients de voir Marco travailler sa magie culinaire. J'avais investi non seulement de l'argent, mais aussi du temps et du cœur dans le projet. J'appris sur les fournisseurs d'ingrédients locaux, sur l'importance de la saisonnalité dans les menus, sur la manière de créer une atmosphère qui faisait que les gens se sentaient chez eux. C'était complètement différent de gérer une entreprise technologique, mais infiniment plus gratifiant. Nerveux ? Demandai-je à Marco alors qu'il faisait les derniers ajustements en cuisine avant l'ouverture officielle. Terrifié, admit-il, mais ses yeux brillaient d'excitation. Et toi ? Pareil. Je souris, ajustant sa cravate, une concession élégante pour l'événement spécial. Mais c'est le bon type de nervosité. Alessandro ? Il m'entraîna dans un coin plus privé de la cuisine. Merci. De croire en moi, de parier sur ce rêve fou de tomber amoureux de toi, complétai-je, l'embrassant doucement. C'était la décision la plus facile que j'ai prise. La première soirée fut un succès retentissant. Giulia, Luca et Francesca étaient là, bien sûr, rayonnant de fierté pour leur ami. À ma surprise, Lorenzo apparut, amenant quelques collègues de Tech Vision. Même Bianca fit une apparition, louant à la fois la nourriture et l'ambiance. Mais le moment le plus émouvant vint lorsque je vis un homme âgé hésiter à l'entrée, observant l'agitation à travers la vitrine. Marco le remarqua aussi, et je vis tout le sang quitter son visage. « Papa » murmura-t-il. Monsieur Benedetti franchit enfin la porte, ses yeux parcourant le restaurant avec une expression indéchiffrable. Quand il vit Marco, il s'arrêta complètement. Le silence entre père et fils s'étira pendant des secondes qui semblèrent éternelles. Puis, lentement, l'homme âgé s'approcha. « Marco ». Sa voix était rauque d'émotion. « Cet endroit, c'est le tien ?»« Oui », répondit Marco avec prudence. « Le mien et celui d'Alessandro. » Monsieur Benedetti me regarda alors, m'évaluant avec des yeux qui étaient des versions plus âgées des yeux que j'avais appris à aimer. « Tu dois être le fameux petit ami de mon fils. »« Papa », commença Marco, mais son père l'interrompit d'un geste. « Puis-je dîner ici ce soir? J'aimerais goûter ce que mon fils a créé. » Les larmes dans les yeux de Marco étaient la plus belle chose que j'avais vue. « Bien sûr, papa. Bien sûr que tu peux. » Cette nuit-là, je servis les tables aux côtés de Marco, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire dans ma vie précédente. Mais voir les clients savourer les plats qu'il avait créés avec tant d'amour, voir la fierté dans ses yeux lorsqu'il recevait des compliments, voir son père comprendre enfin la passion qui avait façonné la vie de son fils, tout cela valait plus que n'importe quel profit corporatif que j'avais célébré. 1 an plus tard. « Alessandro, peux-tu apporter les tomates du jardin ?» cria Marco depuis la cuisine de notre maison, un appartement confortable dans le quartier de Porta Ticinese que nous avions choisi ensemble.
très différent de mon ancien showroom minimaliste au Boschi Verticali. « J'arrive !» répondis-je, sortant sur le petit balcon où nous cultivions des herbes et des légumes pour le restaurant. C'était un dimanche matin d'octobre, exactement 1 an après notre première rencontre fortuite. La vie avait changé de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tech Vision continuait de prospérer sous un nouveau partenariat. J'avais trouvé des investisseurs qui se souciaient plus des résultats que de ma vie personnelle. Aroma et Anima étaient devenus l'un des restaurants les plus prisés de Milan, avec des réservations complètes pour les 2 prochains mois. Mais les changements les plus importants étaient le personnel. Me réveiller aux côtés de Marco chaque matin, travailler ensemble au restaurant, planifier notre avenir comme une unité plutôt que comme 2 individus séparés, c'était un bonheur que je ne savais pas possible. « Alessandro », appela Marco à nouveau, interrompant mes pensées. « Sofia veut savoir si tu peux raconter l'histoire de notre rencontre. »« Encore ?» demandai-je, souriant. C'était l'histoire préférée de Sofia, notre fille adoptive de 7 ans, que nous avions accueillie il y a 2 ans. Elle était entrée dans nos vies grâce à un programme d'adoption pour enfants en situation de vulnérabilité, et dès le premier instant, nous savions que notre famille était complète. « S'il te plaît, papa Alessandro », supplia-t-elle avec ses yeux sombres qui faisaient fondre mon cœur quotidiennement. Je me levai et les rejoignis dans la cuisine, Sofia entre nous pendant que Marco continuait de préparer notre brunch dominical traditionnel, des œufs bénédicts avec sa touche personnelle, du pain frais de la boulangerie locale, du café préparé dans la machine professionnelle que nous avions installée à la maison. Il était une fois, commençai-je avec le ton théâtral qu'elle adorait, un homme d'affaires très sérieux et contrôlé qui pensait que sa vie était parfaitement organisée. Jusqu'à ce qu'il renverse du café, interrompit Sofia riant. Jusqu'à ce qu'il renverse du café, confirmai-je, sur la chemise la plus chère qu'il avait achetée. Et ensuite, il a rencontré papa Marco, continua-t-elle, connaissant chaque mot de l'histoire. Et ensuite, il a rencontré l'homme le plus têtu, le plus provocateur et le plus merveilleux de tout Milan, dis-je, regardant Marco avec le même amour que je ressentais depuis 6 ans. Et ils vécurent heureux pour toujours, demanda Sofia, bien qu'elle connût la réponse. Ils vécurent heureux pour toujours, confirmai-je, embrassant le sommet de sa tête, parce qu'ils ont appris que l'amour véritable ne se mesure pas par le statut ou l'argent, mais par le courage de choisir celui qui fait battre ton cœur plus fort. Marco me regarda par-dessus la tête de Sofia, ses yeux brillants de larmes de bonheur. « Et ils vivent toujours heureux pour toujours », ajouta-t-il doucement. « Et ils le seront toujours », complétai-je, sachant que c'était la vérité la plus pure. Ce soir-là, après que Sofia fut couchée, Marco et moi nous assîmes sur notre petit balcon regardant les lumières de Milan s'étendre devant nous. J'étais allongé, la tête sur ses genoux, pendant qu'il caressait mes cheveux, un rituel silencieux que nous avions développé au fil des ans. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Marco doucement. « Rien », répondis-je sans hésiter. « Et toi ?»« Juste une chose. » Je levai la tête pour le regarder, surpris. « J'aurais dû renverser du café sur toi bien plus tôt, » dit-il avec ce sourire malicieux qui faisait toujours chavirer mon estomac. Je ris, l'attirant pour un baiser qui avait encore le pouvoir de faire disparaître le monde autour de nous. « Ti amo per sempre, Marco Benedetti Marchetti. »« Anch'io ti amo per sempre, Alessandro Benedetti Marchetti. » Et tandis que Milan dormait autour de nous, nous restâmes enlacés sous les étoiles, 2 hommes qui avaient trouvé l'amour le plus improbable et l'avaient transformé en la base d'une vie extraordinaire. Une vie construite sur le courage, l'authenticité et la conviction inébranlable que l'amour véritable vaut toujours la peine de se battre. Fine. Ce fut le voyage complet d'Alessandro et Marco, du café renversé à l'amour éternel. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en l'écrivant, partagez-la avec quelqu'un qui croit en le pouvoir de l'amour véritable, car tout le monde mérite de trouver quelqu'un qui le pousse à choisir le courage plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que la conformité, et l'amour plutôt que la sécurité. Merci d'avoir accompagné cette histoire d'amour qui montre que les fins heureuses les plus belles sont celles conquises avec courage et authenticité.